Tiens, vous ici, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes le 31 octobre, nous sommes évidemment aux États-Unis, en plein Halloween. Un Halloween un peu timide cette année. À savoir, est-ce que peut-être il est un petit peu effacé par les tensions qui existent du fait de cette campagne présidentielle qui doit se terminer la semaine prochaine avec l'élection le 5 novembre. Alors, c'est la dernière ligne droite et comme toute dernière ligne droite, tout le monde met pied au plancher. Chez Trump, on a fait un Madison Square Garden, qui est une grande salle immense en plein milieu de Manhattan, comme dans l'État de New York, l'État de New York qui est un État profondément ancré démocrate. Et durant ce meeting, vous avez un petit comique qui a trouvé le moyen de critiquer Porto Rico, sachant qu'il y a quand même de fortes communautés portoricaines aux États-Unis, puisque je rappelle que Porto Rico est un protectorat américain. Ce n'est pas un État, mais un protectorat américain. Donc ça fait un petit peu tache d'huile, on va dire. Alors tout de suite, évidemment, le staff de Trump s'est désolidarisé de ce monsieur, mais évidemment, les démocrates, les progressistes ont sauté sur l'occasion pour dire « Ah, vous voyez, la preuve qu'il est raciste, blablabla, etc. » Sauf que, alors, ça aurait pu marcher, sauf que Biden, il a fallu qu'il ramène sa fraise. Et encore une fois, qu'il dise une connerie. Et la connerie qu'il a dit, c'est tout simplement de considérer tous les Américains qui vont voter Trump pour de la merde. Enfin, pas dit de la merde, mais garbage, c'est poubelle, donc poubelle, ça veut dire merde. Donc évidemment, Trump est allé à un meeting dans un camion poubelle, une sorte de pied de nez. Alors ça devient violent, dans le verbe, dans l'adjectif, dans le propos. Tout simplement parce que les démocrates ont des informations, des études en interne qui tentent à démontrer que tout va se jouer entre la Géorgie et la Pennsylvanie. Il y a de fortes chances que le Michigan, le Wisconsin restent dans le giron démocrate. Entre l'Arizona ou je ne sais plus, l'Arizona, Nevada, où il y a encore, mais bon, de toute façon, l'Arizona, Nevada, c'est pas des États très peuplés, donc ils n'ont pas un nombre de grands électeurs décisifs, on va dire. Non, en effet, la Géorgie et la Pennsylvanie vont être les deux États sur qui tout va reposer. Donc c'est pour ça que là, vous avez une forte concentration de communication. On a vu Obama depuis 3 semaines qui est sur les rangs, qui pousse absolument les Américains à aller voter, voire même s'inscrire, puisque certains États autorisent l'inscription sur les listes électorales, même je crois 48 heures avant l'élection. Qu'il y a déjà de toute façon des tendances qui se dessinent avec les early votes, c'est-à-dire les votes anticipés, puisque je rappelle que des Américains, ça y est, ont déjà voté dans certains États. Pour ce qui concerne ma Caroline du Nord, la Caroline du Nord en 2020 avait basculé démocrate, mais là avec ce qui s'est passé avec la tempête Hélène dans l'ouest de l'État, dans les Appalaches, vu la réactivité plutôt lamentable de l'État fédéral, on peut dire que la Caroline du Nord va basculer certainement républicaine. C'est pour ça que ça accentue encore plus l'intérêt immédiat des démocrates à surtout gagner la Géorgie et la Pennsylvanie. Je ne suis même pas sûr que si jamais ils perdent un des deux, Kamala Harris pourrait éventuellement l'emporter. Donc ça va se jouer sur le fil. Au vu de tous les commentateurs aujourd'hui, qui en effet démontrent que ça ne va pas être une victoire flagrante, que ça va être certainement une victoire qui va se jouer
sur quelques grands électeurs, on va dire. Alors, évidemment, mais il y a toujours des sondages, les fameux sondages. Il y en a certains qui mettent Donald Trump en tête, d'autres qui la mettent Kamala Harris. Certains la mettent à 2-3 points, d'autres la mettent carrément à 80%, 20% pour Donald Trump. Enfin, non, attendez, il faut arrêter le délire 2 minutes là. Donc ça devient... ouais. Mais attendez, parce que donc on aura certainement un résultat, je pense, d'ici la mi-novembre, puisque comme vous le savez, le gouverneur de Géorgie, pour éviter les scandales, les plaintes pour fraude, etc., a décidé de recompter les bulletins. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc je ne suis pas certain qu'on ait véritablement un résultat définitif le 5 novembre au soir. Je pense qu'il va falloir attendre le 6 ou le 7 pour avoir confirmation de ce qui pourrait éventuellement se dessiner le 5 novembre. Non, ce qu'on craint, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des Américains qui commencent à l'exprimer. Ce qu'ils craignent, c'est après. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, si Kamala Harris gagne, est-ce que les Trumpistes fanatiques ne risquent pas de nous refaire le coup de oui, il y a eu des fraudes, on nous a volé l'élection une deuxième fois, et que ça risque de pousser certains à faire des conneries. Tout comme si jamais Donald Trump gagne. Alors là, si Donald Trump gagne, soyez assurés que dans les 40-72 heures, vous allez avoir des tas de gens qui vont organiser des manifs dans les grandes villes américaines contre Trump. Mais attention, là, je pense qu'ils vont sortir les antifas, etc. C'est-à-dire que ça va devenir violent. Parce que là, de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre, hein, puisqu'ils auront perdu l'élection. Donc autant foutre le bordel, autant foutre le feu. Donc ça devient tendu, si vous voulez. Et même dans l'atmosphère des gens d'une manière générale, on sent que c'est hyper tendu, quoi. Les gens qui sont convaincus qu'il faut absolument que Kamala Harris gagne et tout. Il y en a même qui vont jusqu'à oui, de toute façon, si Trump gagne, il faudra le descendre. C'est assez intéressant de voir ces Américains proclamer qu'ils sont l'exemplarité de la démocratie, alors qu'en réalité, ils sont les premiers à en déroger les principes et les valeurs, en refusant finalement le résultat d'une élection démocratique. Évidemment, il y aura toujours des gens pour dire oui, il y a eu des fraudes et blablabla. D'autres qui diront oui, de toute façon, tous les Américains qui ont voté Trump, c'est tous des abrutis, faudrait les envoyer dans les camps de concentration. Il y en a, hein. Même en France, hein, il y en a, hein, ils osent. Hein. Donc quand on en arrive à cette violence, je dirais même en France, ça promet rien de bon en fait. Alors oui, Macron qui est allé au Maroc, avec évidemment toujours une délégation de gens parce que il y a du business, etc. Sauf que il y a certains invités, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent là? J'ai envie de dire à la limite, Macron, il cherche peut-être justement la polémique, il cherche à faire le buzz. Je veux dire, quand tu invites Jacques Lang, quand tu invites BHL avec Ariel Dombal et Yacine Bellatar, il y a un moment donné où vous vous posez la question, vous vous dites c'est quoi le deal? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Qui a gagné avec ces gens-là? Ben non, parce que c'est la cour. C'est la cour du prince, la cour du roi. Et la cour du roi,
c'est des gens, oui, comme Yacine Bellatar, qui fait polémique. Alors évidemment, Yacine Bellatar adopte toujours le même discours, c'est quand ça va pas pour lui, c'est raciste. C'est les fachos, c'est l'extrême droite. C'est je me suis coupé, le couteau est forcément un couteau fabriqué par une entreprise d'extrême droite. Il y a un moment donné où c'est lassant. C'est lassant. Le gouvernement Barnier, alors ça se balance de la merde, évidemment. On a le Rassemblement National. Alors étrangement, le Rassemblement National qui a posé une motion de censure contre, pour une réforme des retraites, je crois. Et la présidente de l'Assemblée nationale a fait appel à l'article 40. Et évidemment, NFP, parce que comme c'est pas leur initiative, c'est bien fait pour eux. Attendez les mecs, putain. Vous êtes où là exactement? Vous n'êtes pas dans une cour d'école. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes des députés, vous êtes des élus de la nation, vous êtes les représentants du peuple. Mais quand on vous écoute, quand on vous regarde, on n'a pas l'impression que vous avez conscience de ce que vous êtes. On a l'impression qu'en fait, vous avez réussi à vous faire élire et vous en tirez les bénéfices. Après, le reste, c'est de la foire, c'est du cirque. Donc, il y a un moment donné, ne vous étonnez pas si, à un moment donné, au mois de novembre, apparemment, on essaie de relancer les gilets jaunes. Alors, il y a des gilets jaunes qui commencent à promouvoir de reprendre des ronds-points. Vous avez les agriculteurs qui risquent de bouger aussi. Alors, le pompon, ça serait qu'éventuellement les transporteurs s'y mettent aussi. Alors là... Mais j'ai envie de dire, malheureusement, à tous ces gens, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. La France est endettée. Alors, elle garde la tête hors de l'eau parce qu'elle est l'un des piliers importants de l'Union européenne, donc elle ne peut pas tomber. 2, parce que les agences de notation, il y a certains jeux d'influence qui font qu'on va éviter d'aggraver la note de la France. Mais le problème, c'est qu'il va falloir apporter des garanties. Et les garanties, c'est réduire le déficit. Et comment on réduit un déficit ? C'est pas en continuant à arroser en milliards d'euros l'Ukraine, 10 milliards de coopération pour le Maroc. J'ai vu là sur Twitter, enfin sur X, un mec qui, il faudrait 3 milliards d'investissements pour développer les pistes cyclables dans les villes. Mais dis-moi, espèce de connard, tu penses pas qu'il y a des Français qui sont d'abord une priorité, les Français qui sont en train de tomber, les Français qui sont en train de tomber dans la précarité, dans la misère. Tu crois pas que eux sont plus importants que tes putains de pistes cyclables de merde? Hidalgo, putain, mais... Excusez-moi, je vais être radical, mais il n'y a pas un sniper pour se débarrasser de Paris, de cette conne. Sérieux. Non mais... Et encore, moi je vous dis, j'observe ça de l'extérieur. Mais vous qui êtes dedans, à l'intérieur, mais ça doit être ubuesque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que vous devez certainement parfois vous poser la question, mais non, c'est pas possible. Je suis en train de cauchemarder, là. C'est pas réel. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin, si, d'un côté, je comprends. Je comprends que c'est... ça rentre parfaitement dans le processus que je vous explique depuis quelques années maintenant, qui est la destruction de l'État-nation. La destruction du système. Donc à partir de là, si vous voulez, vous êtes dans une situation où malheureusement, il n'y a pas d'échappatoire.
Et en ce qui concerne les finances de la France, l'échappatoire, c'est de la fiscalité. C'est augmenter les impôts, c'est créer des impôts, c'est créer des taxes. Vous n'avez pas le choix. Mais alors, quand derrière, tu as des gens qui continuent à dilapider de l'argent à droite à gauche, à filer des milliards à des copains, etc., il y a un moment donné où vous dites, mais est-ce qu'ils réfléchissent 2 minutes, les cocos, là Ouais, c'est ça, je comprends pas. Mais je vais vous dire, sincèrement, c'est comme ici aux États-Unis. Je veux dire, Kamala Harris qui prévoit de baisser des taxes pour les foyers modestes, qui permet d'envoyer des aides. Mais il n'y a pas un... Alors oui, évidemment, il y a les Américains, ouais, génial, super, ouais, c'est super, faut voter Kamala Harris et tout, elle va baisser nos impôts, etc. Mais ces gens-là, tu dis, ok, baisse vos impôts. Elle compense comment les recettes fiscales qui vont disparaître en vous baissant vos impôts? Hein? Alors je sais, tout le monde n'a pas fait 8 ans de comptabilité. Non, 4 ans. 4 ans de comptabilité comme moi, donc un peu avoir des notions de gestion. Mais, je veux dire, un foyer, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous comprenez bien qu'à un moment donné, il va y avoir un problème. Non? Alors je comprends qu'il y ait des gens, oui, qui n'arrivent pas à comprendre ça. On en a tous connu, on en a tous vu. Moi, je me souviens de cette collègue qui était dans une merde financière, qui se plaignait qu'elle ne gagnait pas assez, qu'elle était endettée, mais elle a acheté un iPhone à 500 boules. Parce qu'elle veut l'iPhone. Elle voulait l'iPhone. Elle ne pouvait pas concevoir de ne pas avoir cet iPhone à 500 boules. Bon, vous comprenez qu'avec certains collègues, on lui a dit, mais tu comprends pas là où est le problème? Non, satisfaction du plaisir de façon complètement incohérente, de façon disproportionnée. Aujourd'hui, dans l'électorat, que ce soit en France comme aux États-Unis, oui, nous sommes confrontés à des idiots qui ont une perception des choses complètement disproportionnée parce que fonctionnant trop à l'émotionnel, trop au consumérisme, mais ne réfléchissant pas que ce que le politicien lui dit est totalement inconcevable et totalement impossible à réaliser, sans à un moment donné en payer le prix. Effet boomerang. Dans l'état actuel des situations financières des pays, effet boomerang. Ou alors il faut une austérité, ou alors il faut une purge dans les comptes de l'État, il faut une purge dans le fonctionnement de la fonction publique. Il faut vendre, il faut privatiser. Alors, déjà, il y en a certains, quand ils commencent à dire oui, ça, ce qui serait bien, je crois que c'est Ciotti, ce qui serait bien, c'est qu'on ne garde que France 2 et que toutes les autres chaînes de France Télévisions, on s'en débarrasse, on vend. Alors que ceci dit, il n'a pas tort, 4 milliards, c'est ça? 4 milliards de budget pour France Télévisions. Pour voir ce qu'ils en font. Ah, par contre, ça arrose les copains, parce que quand vous regardez la télévision, quand vous regardez France Télévisions ou les programmes de France Télévisions, il y a beaucoup de programmes qui sont produits par des sociétés dont, si on regarde qui est propriétaire, qui est actionnaire, etc., on va se retrouver avec des gens, tiens, mais au fait, c'est pas le mec qui est copain avec, ou qui est le fils, le cousin de machin, etc. Ben oui, copinage. Ouais, c'est un peu le bordel. Bon, je ne vais pas revenir sur Moldavie, Géorgie, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Enfin, voilà, quoi, c'est... Puis on a Zelensky aussi, là ça y est, il commence à comprendre que il n'a pas assez de chair à canon pour mettre dans les avions, pour mettre dans les chars, que les pays occidentaux lui filent.
Donc là, on commence à discuter. C'est quoi le traité de paix? Le traité de paix, de toute façon, l'État, c'est clair, hein, la Russie garde la Crimée, le Donbass. Point. Mais bon, ceci dit, hein, il y en a, non, c'est pas possible et tout. Les Russes doivent rendre le Donbass et la Crimée, c'est la condition sine qua non. Mais attendez. À un moment donné, quand vous négociez, il faut le 2 poids 2 mesures. C'est pas parce que vous considérez comme les gentils que vous pouvez exiger de la Russie de restituer tous les territoires qu'ils ont volés. Ben non, ça marche pas comme ça. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça semble être un petit peu le bordel un peu partout. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous tiens au courant des événements. Et puis, soyez alertes. Ne désespérons pas. De toute façon, on ne sera jamais plus bas que ce qu'on est actuellement. Portez-vous bien.